Bonjour à toutes et à tous, et merci à vous, fidèles abonnés, comme à ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer une bataille silencieuse mais cruciale, où le pétrole, la géopolitique et les intérêts économiques s'entremêlent, derrière des raffineries géantes, des tankers fantômes et des décisions politiques radicales, se joue un basculement majeur qui transforme l'équilibre énergétique mondial. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car chaque étape est essentielle pour comprendre l'ampleur de cette chaîne de conséquences. Et si ce contenu vous apporte de la valeur, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche afin de ne rien manquer des prochaines analyses. Partons d'un principe d'une simplicité presque déconcertante. Imaginez que vous conceviez l'appareil idéal, une prouesse technologique pensée pour accomplir une mission unique et précise. Il s'agit d'un bijou d'ingénierie, imaginé dès ses premières lignes sur le papier pour recevoir une matière première, bien spécifique, et la transformer en un produit d'une valeur exceptionnelle. Puis, brutalement, la source disparaît. L'accès à ce carburant essentiel vous est retiré. Votre chef-d'œuvre, fruit d'investissements colossaux se chiffrant en milliards, se retrouve soudainement paralysé, immobilisé. Pour survivre, il doit désormais se rabattre sur des alternatives, des intrants plus coûteux, moins adaptés, qui encrassent ses mécanismes internes. Les performances chutent, les bénéfices fondent. C'est exactement cette tragédie industrielle qui se déroule aujourd'hui le long des rivages embrumés du golfe des États-Unis. Du Texas à la Louisiane, une chaîne de colosses métalliques fait face à une pénurie inédite. Il ne s'agit pas de simples sites de transformation, mais de géants conçus sur mesure, de véritables labyrinthes de conduite, de tours et de colonnes de distillation réglées, avec une minutie quasi artisanale. Pendant des décennies, leur alimentation idéale, cet ingrédient clé à l'origine de leur prospérité, arrivait en abondance depuis le Venezuela. C'était une alliance parfaite, un mariage dicté autant par la logique économique que par la géochimie. D'un côté, le Venezuela produisait un pétrole brut singulier, peu cher mais extrêmement lourd, visqueux, presque impur. De l'autre, la côte du Golfe abritait les seules raffineries au monde suffisamment avancées pour ingérer et traiter ce bitume liquide. Deux univers façonnés l'un pour l'autre, liés par un accord valant des milliards de dollars, reliant une offre complexe à une demande hautement spécialisée. Aujourd'hui, ce lien vital a été sectionné sans ménagement. Ces cathédrales d'acier, pensées pour exploiter ce festin à bas coût, sont désormais contraintes à un régime imposé. Elles doivent se fournir en brut plus onéreux, plus léger, importé d'autres régions, mais dramatiquement inadapté à leur conception interne. Leur avantage concurrentiel, celui qui faisait trembler les marchés internationaux, s'érode jour après jour. Ces installations déclinent lentement, privées de la seule substance pour laquelle elles ont été programmées, littéralement en train de dépérir par manque de leur nourriture naturelle. Qu'est-ce qui rend ce pétrole vénézuélien si particulier? Pourquoi est-il impossible de remplacer ce fournisseur comme on changerait simplement de prestataire? Pour le comprendre, il faut imaginer le pétrole comme une palette de couleurs. À une extrémité du spectre se trouve le brut léger, fluide, clair, presque prêt à être transformé en carburant. À l'opposé, on découvre le brut lourd, indiscipliné, une matière dense comparable au goudron, saturée de soufre et chargée de métaux lourds. Pour la majorité des raffineries de la planète, ce pétrole lourd représente un cauchemar industriel. Son extraction était coûteuse, son son transport encore plus, et son raffinage exige des installations gigantesques et complexes. Or, le Venezuela repose sur des réserves immenses de ce type de brut. Son mélange emblématique porte un nom mythique, le Méray. Pour une raffinerie classique, il s'agit d'un poison. Pour les complexes ultra sophistiqués du Golfe, c'était une bénédiction. Ces installations utilisaient une matière première que la plupart des acteurs évitaient, donc vendue à bas prix, pour la fragmenter, la déconstruire et la transformer grâce à des équipements de pointe. Elles ont bâti leur fortune sur ce que les autres considéraient comme un handicap. Ce lien dépassait largement un simple accord commercial. C'était une véritable symbiose géochimique. Le Venezuela fournissait un produit rare et difficile à exploiter. Les États-Unis détenaient les machines uniques capables de l'absorber. Rompre un tel équilibre ne pouvait provoquer qu'un choc d'ampleur tectonique. Et pourtant, au début de l'année 2026, l'histoire a basculé brutalement. Les forces américaines sont intervenues au Venezuela, frappant la capitale dans l'objectif de reprendre la main sur un pays jugé instable. Au cœur de cette manœuvre politique se trouvait, une fois encore, l'enjeu central, le pétrole. Le nouveau pouvoir intérimaire, placé sous influence de Washington, a immédiatement pris une décision qui a sidéré les marchés. L'arrêt total des exportations de brut. Les ports ont été fermés, les vannes scellées, l'ensemble du système figé. Officiellement, il s'agissait d'une suspension temporaire, le temps de procéder à un audit avant un redémarrage sous une nouvelle gouvernance. Mais dans l'univers énergétique mondial, interrompre un flux d'une telle ampleur sans conséquence relève de l'illusion. Le choc a été immédiat. La crise n'était plus seulement politique.
Elle devenait une hémorragie économique. Les ports se sont vidés de leur agitation. Les pétroliers sont restés à l'ancre, immobiles. Le brut s'est accumulé dans les réservoirs, privé de débouchés. Cependant, le marché pétrolier fonctionne comme un liquide. Il finit toujours par trouver une fissure. En quelques jours à peine, les décrets ont été rattrapés par la réalité. Des dizaines de capitaines bloqués à quai ou en attente au large ont dû choisir entre l'immobilisation forcée et l'acheminement de cargaisons déjà réglées. Beaucoup ont opté pour la fuite en avant. Bravant ouvertement le blocus, ils ont chargé leur cale de brut et de carburant avant de disparaître. Pour éviter les radars et les saisies, ces navires ont coupé leur système de localisation automatique, l'AIS. Sur les cartes maritimes, il n'existait plus. Une flotte clandestine venait de naître, des pétroliers fantômes traversant l'Atlantique dans un silence radio total. Ce n'était plus seulement le Venezuela qui défiait Washington, mais l'ensemble du commerce énergétique mondial pesant des milliers de milliards de dollars qui forçait le passage. Le pétrole que les États-Unis pensaient contrôler leur échappait déjà, glissant vers les zones grises de la haute mer. Observons maintenant l'effet domino à l'intérieur même du pays. Avec l'interdiction des exportations, le pétrole s'accumule sans limite. Imaginez l'ensemble du système pétrolier vénézuélien comme une immense baignoire. Les puits continuent de déverser du brut, mais l'évacuation a été bouchée par une décision politique. Le niveau monte, atteint la saturation, puis finit par déborder. Dans cette industrie, ces baignoires portent un nom, les sites de stockage. Une fois plein, une seule option subsiste, et elle est dramatique. Fermer la source elle-même. Il faut stopper les puits. C'est ici qu'une mesure politique pensée pour le court terme se transforme en désastre industriel durable. Mettre à l'arrêt un puits de pétrole lourd n'a rien d'un simple interrupteur que l'on actionne. Il s'agit d'une opération délicate et risquée. Sans une gestion permanente de la pression, les parois peuvent s'effondrer. Le sable et les sédiments s'infiltrent alors, obstruant définitivement les entrailles de la terre. Des réserves entières peuvent ainsi être perdues à jamais. L'initiative, censée protéger la richesse nationale, est en train de l'étouffer lentement. Mais une question demeure. Vers quelle destination se dirigent ces pétroliers invisibles? Ils ne peuvent pas accoster n'importe où. La majorité des raffineries mondiales refusent le brut épais. Il leur faut des ports complaisants, mais surtout des installations capables de le traiter. Et ces points d'accueil existent déjà. Mieux encore, ils s'inscrivent dans un réseau soigneusement préparé par Pékin. Pendant que Washington et Caracas s'enfermaient dans un affrontement frontal, la Chine construisait patiemment un système parallèle. Elle a financé et bâti d'immenses raffineries à Oman, sur la péninsule arabique, ainsi qu'en Malaisie. Ces complexes ne sont pas polyvalents. Ils ont été conçus selon la même logique technologique que ceux du Golfe américain. Leur mission était claire, absorber et transformer le brut lourd. Le résultat est sans appel. La porte occidentale s'est refermée dans les Caraïbes, mais une porte orientale s'est ouverte en grand. Le pétrole a simplement changé de trajectoire, comme s'il suivait un chemin déjà écrit. Ce réalignement vers l'Est n'est pas le fruit du hasard. Quelques mois avant l'intervention, une entreprise chinoise avait pris un pari massif. Elle avait déplacé jusqu'aux eaux vénézuéliennes une plateforme de production d'1 milliard de dollars, baptisée Lula. Ce n'était pas un simple assemblage d'acier, mais un engagement matériel et financier profond, ancré au cœur d'une zone devenue instable. La réaction de Pékin a été immédiate, dénonçant l'intervention américaine comme illégale. Mais les répercussions dépassent largement ce face-à-face. L'Inde et l'Europe, elles aussi dépendantes de ce pétrole, perçoivent désormais le Venezuela comme une source incertaine et dangereuse. Cet événement unique a instillé une crainte durable sur les marchés. Si un tel scénario est possible ici, qui sera le prochain ? Cette inquiétude pousse les acheteurs à se tourner vers d'autres fournisseurs marginalisés, comme l'Iran ou la Russie, redessinant en profondeur la carte énergétique mondiale. Pendant ce temps, les raffineries du Golfe, ces colosses d'acier conçus pour le méré, dépérissent. Le brut qu'elles attendaient alimente désormais les chaînes industrielles de leurs principaux concurrents. Les pétroliers clandestins livrent leur cargaison à Oman ou en Malaisie, où elle est raffinée en essence et en diesel destiné aux marchés asiatiques et africains. Le paradoxe est saisissant. L'opération pensée pour sécuriser une ressource stratégique a produit l'effet inverse. Elle affame l'industrie américaine en faisant exploser ses coûts, tout en offrant à la Chine un pétrole bon marché qui finance son expansion globale. Alors, vers quoi se dirige-t-on ? À court terme, les gagnants sont évidents. Les réseaux de raffinage chinois et les négociants opérant dans l'ombre, prospérant sur le désordre. Les perdants sont nombreux, les raffineries américaines sous pression, les gisements vénézuéliens endommagés durablement et la stabilité du marché mondial mise à mal. Ce basculement ne se résume pas à des navires changeant de route, il marque une fracture profonde. Le pouvoir économique se réorganise sous nos yeux. En cherchant à contrôler la partie, certains acteurs ont peut-être surtout réussi à transformer définitivement le terrain de jeu. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.
Un immense merci également à vous, abonnés fidèles, pour votre soutien constant et votre confiance. Et bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Si ce contenu vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre les enjeux abordés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour être informé dès la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses de ce genre afin de décrypter ensemble les grandes dynamiques qui façonnent le monde d'aujourd'hui et de demain. À très bientôt.